après-midi, on va vous présenter en fait des données que la PMI va nous partager, présenter les outils de promotion du métier d'assistant maternel et puis l'activité des relais en 2023. Donc, pour animer ce webinaire, je suis en présence donc de Tamara Moreno, à côté de moi, pour celles qui ne la connaissent pas. Tamara qui est au relais de Saint-Malo de Guersac. Béné et Saint-Joachim. Béné et Saint-Joachim, tout à fait. Et Anna Le Guen, donc, qui est du RPE de Nantes. Nantes Est. Voilà. Et donc Solène Pelletier, qui en principe devrait nous rejoindre dans la réunion. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà levé la main. C'est Isabelle Robard. Il y a une question? Non, c'est une erreur peut-être. Bonjour, je suis désolée, j'ai un problème de connexion. Je sais pas si... Oui. Alexandra, c'est Solène. Oui. Bonjour, je suis désolée, j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, j'ai juste entendu que tu... Donc, je dis bonjour à tout le monde, que tu parlais de mon intervention. Voilà, c'est tout. D'accord, super. Alors, attends, j'augmente le son pour que nous, on t'entende mieux. Est-ce que tout le monde a bien entendu Solène Pelletier? Oui, ok, formidable. Eh bien, c'est parti. Alors, donc les petites consignes, bien éteindre votre micro et votre caméra pour que tout le monde puisse bien entendre. Vous pouvez poser vos questions via le chat de la discussion et ce webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui vous sera transmis ensuite. Alors, donc il y a toujours deux mains levées là, donc là il y a Isabelle Robard. Est-ce qu'il y a une difficulté, une question? Il n'y a plus que Isabelle, je ne sais pas. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, au programme, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc, il y a une intervention de la PMI alors, sur divers sujets, notamment l'organisation des services, des données chiffrées, des données sur l'agrément, des informations sur l'attestation d'honorabilité et puis les ateliers que le conseil départemental propose. Ensuite, on aura donc les collègues qui vont nous présenter les outils qui ont été travaillés pour susciter des vocations d'assistant maternel. Et puis, on finira par la présentation de l'activité des relais petite enfance en 2023. Et puis, bien entendu, il y aura des temps questions-réponses. Alors, Solène, je vais te donner la parole. Oui, donc je vais partager mon écran. Bonjour à toutes. Ah ben c'est bon, tu as le PowerPoint, donc impeccable. Oui, j'ai le Power, si tu veux, je défile comme ça. C'est bon, impeccable alors. Alors, j'arrive pas à mettre ma caméra. Je ne pouvais pas tout avoir, donc je suis désolée si vous ne me voyez pas. Ouais. Ouais, bon, bah désolée. Bon, bah tant pis. Donc, effectivement, bonjour à toutes et tous. Je remplace Julie Roudot qui devait intervenir et puis qui a eu un contretemps. Donc, je vais vous parler de l'organisation des services du département, quelques données chiffrées sur les ASMAT de 2024, sur le contrôle de l'agrément, les attestations d'honorabilité et puis les ateliers, comme tu l'as dit, proposés par le département. Donc, notre organisation, on a une petite carte. En fait, on a organisé le département en délégations. Donc, vous verrez là nos 6 délégations qui sont découpées, donc plutôt Saint-Nazaire, Châteaubriand, Ancenis, Vignoble, et puis une partie plus Pays de Ré, et Nantes, tout ce qui est Nantes Métropole. Voilà notre découpage. Et sur chaque territoire, vous avez des unités mode d'accueil petite enfance avec des responsables différents sur chaque unité mode d'accueil petite enfance. La particularité sur Nantes, c'est qu'il y a 2 unités mode d'accueil petite enfance. Ah. On t'entend plus, Solène. Notre PowerPoint.
on a une organisation peut-être un peu complexe. Il faut comprendre l'organisation des collectivités territoriales à chaque fois et qui appartiennent à une logique de gouvernance à chaque fois différente. Donc, on a sur les unités mode d'accueil, les 6 là, comme je vous ai présenté. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des directions thématiques qui s'occupent de la politique publique. Donc, on a au sein de notre direction enfance-famille, notre service qui s'appelle service protection maternelle et infantile santé publique pour l'ESP, qui est chargé, qui a une unité accueil petite enfance. C'est là où je travaille et où Julie Roudot travaille. Nous, au service PMI santé publique à l'unité accueil petite enfance, on s'occupe de la mise en œuvre opérationnelle de la politique publique petite enfance. Et également, on a quelques prérogatives en lien avec les unités mode d'accueil petite enfance qui évaluent, autorisent, accompagnent et contrôlent les assistantes maternelles. Nous, on décide des suspensions d'agrément. On s'occupe aussi de tout ce qui est organisation de la commission consultative paritaire départementale, la CCPD. C'est cette commission qui doit donner un avis avant tout retrait, modification, c'est-à-dire restriction d'un agrément d'un ou d'une assistante maternelle. Et on s'occupe de tout ce qui est contentieux. Donc, si une assistante maternelle n'est pas d'accord avec une décision… Ah bah. Ça coupe. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, oui. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ouais. Nous, au sein de notre unité, on s'occupe de tous les contentieux. Si une assistante maternelle n'est pas d'accord avec une décision de retrait d'agrément, ou si un candidat à l'agrément n'est pas d'accord avec une décision de refus de lui attribuer un agrément, et donc qu'il saisit le tribunal administratif, c'est nous qui nous occupons avec notre direction juridique de répondre à ce contentieux et d'adresser au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel ou au Conseil d'État des mémoires qui répondent à la saisine du tribunal administratif. Voilà. Notre unité s'occupe aussi, mais on s'occupe aussi, juste pour info, de tout ce qui est autorisation et contrôle des établissements d'accueil de jeunes enfants, donc toutes les crèches, micro-crèches, etc., qui passent sur la diapositive. Okay. Quelques statistiques, quelques données statistiques sur le département. On constate actuellement une baisse des candidats à l'agrément d'assistant maternel et donc une baisse des agréments accordés également, même si on est sur un taux d'accord qui est quasiment le même, 62% d'agréments accordés, on a moins de candidatures. Donc, au 31/12/2024, il y a 360 assistants maternels agréés. Donc, une baisse, il y a 5-6 ans, on était à 13-14 000 et là, on a 8 360. C'est une baisse qui est observée au niveau national. Pour les maisons d'assistance maternelle, quelques statistiques. Au 31 décembre, on a 196 MAM, maisons d'assistance maternelle, qui sont ouvertes sur le département de Loire-Atlantique. Cette même année, il y en a 12 qui ont fermé, 20 qui ont ouvert, et on a 13 projets en cours actuellement. En janvier 2025, on a déjà eu 3 ouvertures et 2 fermetures. Pour des raisons financières, les fermetures en ce moment, ou de départ de collègues, et elle ne retrouve pas une autre collègue, donc elle ferme. Solène, quand tu parles de projets en cours, c'est des projets qui peuvent voir le jour en 2025 comme dans 2-3 ans. Ça dépend, c'est le temps de maturation et de trouver des locaux, quoi. Ça peut être cela, ça peut être cela, ou quelquefois ils ont des locaux, mais il faut qu'ils trouvent les assistants maternels. C'est 13 projets vraiment en cours. Donc effectivement, s'ils ont les locaux, ça peut aller très vite, une ouverture en 2025. Après, s'ils recherchent des locaux, ce sera plus long, effectivement. Tu as raison. Okay. Bon, je vous ai donné un peu, vous aurez aussi les données par délégation, donc c'est que vous puissiez voir là dans l'année sur chacune de nos unités mode d'accueil petite enfance. Vous voyez que sur chacune, il y a eu un nombre de MAM qui a augmenté un petit peu cette année. Voilà, vous verrez le détail, je ne vais pas m'y pencher plus que ça.
Nos unités mode d'accueil petite enfance, ils agréent les assistants maternels et les contrôles, mais surtout, pas seulement, c'est le contrôle et les autorisations, c'est une petite partie du travail, mais surtout, elles accompagnent les assistantes maternelles et le souhait du département devant cette baisse, notamment devant cette baisse de demande pour être assistant maternel, le souhait a été d'accentuer l'accompagnement des assistantes maternelles, notamment des nouvelles agréées, puisque peut-être que certaines arrêtent le métier ou que le bouche à oreille, souvent c'est le bouche à oreille qui fonctionne aussi pour avoir des candidatures d'assistantes maternelles, et on a constaté aussi que les assistantes maternelles, elles disent que c'est un travail où on peut avoir un sentiment d'isolement. Donc, l'idée, c'est d'accompagner plus les assistantes maternelles pour qu'elles aient moins ce sentiment d'isolement et peut-être qu'elles n'arrêtent pas le métier si elles rencontrent des difficultés. Donc, vraiment, on a misé sur l'accompagnement lors de la première année d'exercice pour les assistants maternels, c'est-à-dire leur dire qu'on est là et leur dire en quoi on peut les accompagner pour qu'elles puissent plus facilement nous appeler également si elles rencontrent des difficultés ou si elles ont besoin d'échanger sur le développement de l'enfant, d'un enfant qu'elles ont là, ou les problèmes de santé ou le handicap. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les accompagner, surtout au début de leur activité, pour qu'il y ait un lien de confiance et qu'elles puissent plus facilement nous appeler, elles et ils puissent plus facilement nous appeler. Et puis, on leur redit aussi cela lors de la formation auquel je vous remercie. Quelquefois, vous participez aussi, les formations préalables au premier accueil. On le redit aussi à ce moment-là. Donc, vous savez, c'est la formation obligatoire pour être assistante maternelle. On est obligé de suivre des heures de formation avant le premier accueil, puis ensuite en cours d'emploi. Et donc, on insiste aussi sur le fait que la PMI, comme les relais petite enfance sont là pour les soutenir, on insiste sur ce point-là aussi lors de la formation. Voilà, vous aviez plusieurs questions sur l'agrément, et puis on peut aussi, vous avez fait part à Alexandra Vincent de questions, et puis si vous souhaitez, je peux aussi répondre à vos questions. Vous aviez posé la question, est-ce que les évaluatrices peuvent visiter l'entièreté des logements, même les pièces qui ne sont pas dédiées à l'accueil des enfants? Donc, on visite obligatoirement les pièces dédiées à l'accueil de l'enfant, donc les espaces de change, de sommeil, alimentation, les jeux, etc. Après, si l'assistante maternelle ne souhaite pas qu'on visite ces pièces, l'espace de change, l'espace de sommeil, etc., on leur demandera pourquoi. Et pour les pièces où les enfants n'ont pas allé, on ne demande pas à les visiter systématiquement. Après, si le candidat ou l'assistante maternelle souhaite qu'on voit certaines pièces, il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucune obligation. Voilà. Et sur ce sujet, vous sentez qu'il y a un candidat ou une assistante maternelle qui ne comprend pas pourquoi on a visité telle pièce ou s'il y a des incompréhensions, n'hésitez pas à renvoyer l'assistante maternelle vers son responsable de l'unité de mode d'accueil petite enfance pour qu'elle puisse savoir pourquoi, quel était l'enjeu, etc. Ok. Merci. Alors, n'hésitez pas à me questionner. Je regarde la conversation. Voilà. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà. Je vous laisse peut-être quelques secondes si vous avez des questions. Alors, ça peut être sur l'agrément ou autre chose. Oui. Ouais, je réponds à toutes les questions. Alors, il y a Tamara qui a une question. Oui, bonjour. J'aurais une question au sujet des plantes, parce qu'on a aussi quelques retours, notamment autour des lauriers, et qui sont aussi plantés même dans le jardin. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste des plantes, mais je sais qu'il y a des lauriers qui sont toxiques si on ingère beaucoup. Donc, on conseille aux assistantes maternelles, si elles ont un laurier, alors c'est certains types de laurier qui est toxique, on peut leur conseiller. Alors, elles n'ont pas d'obligation de les enlever, mais certaines, elles proposent de l'enlever, mais il n'y a pas d'obligation, soit de protéger pour éviter que les enfants puissent s'intoxiquer. Mais ce n'est pas tous les lauriers. Donc, c'est certains types de lauriers. Alors, je suis nulle en plantes, donc je ne saurais pas vous dire. Mais le laurier qu'on met dans l'alimentation, ça, c'est bon. C'est pas toxique.
Merci. Mais on leur conseille de peut-être mettre quelque chose pour éviter que les enfants prennent et mangent. Voilà. Mais si vous voulez, il y a je ne sais plus si c'est le bon terme, le centre antipoison ou quelque chose comme ça, qui a toutes les listes des plantes qui sont toxiques. Bon, je ne suis pas une spécialiste de la botanique. Mais en gros, ça veut dire que si c'est une plante qui est toxique, vaut mieux protéger l'espace pour pas que l'enfant ait accès à cette plante-là. En gros, c'est ça la consigne. Exact. Tu as très bien résumé ce que je voulais dire. Ouais. Alors, on a fait un petit focus statistique sur les contrôles des agréments des assistants maternels. Bien sûr, ces contrôles, c'est pour garantir une qualité d'accueil pour les enfants et leurs familles. Donc, un nombre de contrôles. Alors, je suis désolée, j'ai modifié le PowerPoint tout à l'heure. En fait, le nombre de contrôles d'assistants maternels en 2024, je vais renvoyer un actualisé à Alexandra. En 2024, il y a eu 640 visites chez les assistants maternels. En dehors, ça c'est des visites que j'appelle des contrôles, mais c'est peut-être un gros mot. C'est des visites en dehors des demandes d'extension, de renouvellement d'agrément. C'est tout ce qui est en dehors des renouvellements d'agrément, des demandes de modification, une assistance maternelle qui nous informe qu'elle a changé de conjoint ou qu'elle a déménagé. Voilà, c'est ça que j'appelle contrôle. Et on a rencontré pour l'année 2024 457 assistants maternels dans ce cadre-là, ce qui fait 640 visites ou entretiens menés dans le cadre de contrôle suivi d'agrément d'assistants maternels. Ça veut dire les visites en dehors des demandes d'agrément, de modification d'agrément, d'extension d'agrément, de demande de dérogation. Donc, à la suite d'un contrôle d'agrément, l'agrément de l'assistant maternel ou familial, parce qu'on s'occupe aussi de l'agrément des assistants familiaux, mais les assistants maternels, si on fait un contrôle et qu'on estime qu'il ne faut pas que la personne continue à accueillir des enfants dans ce cadre, on peut suspendre l'agrément. Cette décision de suspension, elle est obligatoirement motivée, elle fait en général au moins 2 pages et elle ne peut pas excéder 4 mois. On propose, quand une personne va être suspendue, soit de la recevoir, soit de l'informer par téléphone, en général avant. Soit on l'a au téléphone, soit on lui propose un entretien. Si elle refuse un entretien, on l'a au téléphone. Donc, elle reçoit pas forcément, elle reçoit le courrier aussi, mais elle a une information par oral de fait si on arrive à la joindre. Si on n'arrive pas à la joindre, bien sûr voilà, elle recevra un courrier, elle ou il recevra un courrier. L'agrément d'un assistant maternel ne peut pas être modifié, c'est-à-dire on ne peut pas diminuer l'agrément, ne pas lui renouveler ou lui retirer son agrément comme cela. Il faut obligatoirement pour cela qu'on présente sa situation pour avis à la commission consultative paritaire départementale, la CCPD, qui est composée elle est paritaire, donc est composée paritairement de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux. Il y a eu un vote, tous les assistants maternels et familiaux en 2022 ou 2023, j'ai un doute. Enfin, il y a eu 2022, je crois. 23. Les assistants maternels et familiaux ont élu des représentants à cette commission. Donc aujourd'hui, ces représentants, ce sont des représentants de syndicats d'assistants maternels ou familiaux. Donc on est obligé de demander l'avis de la CCPD et ensuite, avec l'avis, le président du conseil départemental prend une décision de restriction de l'agrément, de non-renouvellement, de retrait ou de conserver, ou alors décide de conserver l'agrément de l'assistant maternel. On peut aussi faire un contrôle sans l'avis de la CCPD, on contrôle et puis on se dit, on a fait un contrôle, on se dit, voilà, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de retrait à envisager. Madame, monsieur, voilà, on maintient votre agrément et quelquefois on fait dans un courrier, on peut trouver des préconisations aussi. On peut dire, voilà, l'assistant maternel va protéger votre laurier, je sais pas moi, votre laurier, par exemple, votre laurier qui
y a des risques toxiques, enfin qui est toxique, on peut aussi lui adresser, lui dire vous conservez votre agrément, mais vous avez un avertissement. Un avertissement. Les avertissements, c'est prévu dans le Code de l'action sociale et des familles. Tous les avertissements qu'on peut donner, ça peut être par exemple un avertissement parce que l'assistant maternel a dépassé son agrément. Elle a un agrément pour 4 et encore le jour où nous y allons, elle a par exemple 6 enfants. Ou alors un avertissement parce qu'elle n'a pas déclaré au département, à la PMI, qu'elle avait déménagé, par exemple, ou qu'elle n'a pas déclaré à la PMI les enfants qu'elle accueillait, ou qu'elle n'a pas mis à jour sur monenfant.fr les informations qui lui sont demandées. Voilà le type d'avertissement qu'on peut faire. On peut aussi lui envoyer un avertissement parce qu'il y a eu un accident grave chez elle qui a nécessité, par exemple, l'hospitalisation d'un enfant et qu'elle n'a pas prévenu la PMI. Voilà. On peut aussi décider, vous conservez votre agrément, mais on vous propose un suivi, un accompagnement, c'est-à-dire que le département va vous voir régulièrement pour vous aider dans l'accueil des enfants, parce que, je ne sais pas moi, vous nous avez dit que pour vous, c'était compliqué de gérer l'alimentation des enfants, par exemple. Donc, on va venir vous voir. Donc, souvent, on leur donne des livres à lire, des articles à lire ou des vidéos, puis on revient avec elles voir ce qu'elles en ont tiré. Ou alors, on peut leur proposer des ateliers. On en parlera tout à l'heure. OK. Le nombre de suspensions d'agrément, bon, vous pouvez voir, alors il y a un petit souci parce que vous ne voyez pas les années. Ah si, il y a les années, pardon. C'est de 2020 à 2024. Vous pouvez constater qu'il y a une hausse en 2024, mais qui est peut-être due à la forte baisse qu'on a eue en 2023. Donc, sur un an glissant, on était à peu près à 25-26 suspensions d'agrément sur une année glissante. Parce qu'en 2023, on a eu une grosse baisse des suspensions d'agrément. Alors, le nombre de décisions, donc quand on pense suite à un contrôle que l'assistante maternelle ne remplit plus les conditions pour être agréée, donc je vous disais, on saisit la commission consultative paritaire pour avis sur un retrait, une décision de restriction de son agrément ou un non-renouvellement. Et vous voyez, alors nos chiffres 2024 sont encore en cours de consolidation, donc peut-être que vous verrez des chiffres avec un ou deux agréments en moins ou un ou deux agréments en plus, retrait d'agrément en plus sur 2024. Vous voyez un petit peu plus d'assistants maternels qui ont été présentés pour avis à la CCPD pour avis sur un retrait ou une restriction. Alors, c'est pareil, 2023 a été une année en forte baisse, donc peut-être que c'est pour compenser. On va voir sur 2025 si ça dure, cette augmentation. Vous voyez, en 2020, je vous dis aussi, le nombre de dossiers présentés en commission a été très bas, mais vous savez, en 2020, on a eu une période de confinement, donc il y a eu moins de contrôle cette année-là. Ouais. Aussi et puis, voilà, d'effectuer, puisqu'on avait... on a diminué le nombre de visites à domicile, puis il y a eu beaucoup d'assistants maternels qui, pendant la période de confinement, n'ont pas accueilli d'enfants non plus. Voilà un peu nos chiffres. Alors, en grande majorité, vous pouvez voir, quand il y a une présentation devant la CCPD, c'est beaucoup pour des retraits d'agrément, en majorité. Et puis après, pour un petit nombre, pour des non-renouvellements d'agrément ou des restrictions. Donc là, je vous ai mis les chiffres que vous voyez 16, 5, 7, là, c'était jusqu'à novembre 2024, que vous voyez les raisons pour lesquelles on retire l'agrément. En général, c'est parce qu'il y a eu des blessures d'enfants qui étaient incompatibles avec les explications de l'assistant maternel, avec une non prise en compte de la douleur de l'enfant et une absence d'information des parents et de la PMI sur ces blessures. En général, c'est un tout. Souvent, il y a une blessure grave qui a nécessité des soins en urgence ou d'hospitalisation. On comprend, l'assistant maternel ou l'assistante maternelle, ce qu'elle dit, ça ne correspond pas à la blessure, ne correspond pas à ces explications. Et puis souvent, la douleur de l'enfant n'a pas été prise en compte et les parents ne sont pas informés, ni nous. Ça, c'est la première raison des retraits d'agrément. La deuxième raison, c'est des suspicions de violence sexuelle au domicile de l'assistante maternelle. Donc, c'est pas elle, forcément. Ça peut être le conjoint, les enfants, etc., qui sont suspectés de violences sexuelles. Ensuite, c'est des violences intrafamiliales qui impactent les accueils. Donc, une assistante maternelle il y a des violences au domicile, le conjoint, l'assistante maternelle, son conjoint ou l'assistante maternelle, son conjoint, et sur ses propres enfants.
Et ces violences impactent les accueils. Par exemple, on a une information comme quoi le monsieur, je caricature, hein, mais le monsieur, pendant l'accueil d'un enfant, a tout détruit, tous les jeux des enfants, puis a tapé sur sa conjointe, par exemple. Une autre raison de retrait, c'est des conditions matérielles d'accueil qui ne garantissent pas la sécurité des enfants. Vous m'entendez à nouveau? Ça y est, oui. Désolée, on capte très mal dans ce département. Bon, alors moi, je ne vous vois plus du tout. Alors, je suis désolée. C'est bon, je vous revois. Ensuite, c'est des conditions matérielles d'accueil. Pardon, c'est souvent des piscines pas sécurisées, que l'assistante maternelle ne veut pas sécuriser. Des piscines, je ne parle pas de piscines, vous savez, de petites piscines là, gonflables, parce que là, il y a juste à enlever l'eau. Mais des piscines qui sont construites hors sol ou dans le sol et qui ne sont pas sécurisées. Finalement, c'est des assistantes maternelles, par exemple, qui refusent de sécuriser la mare, la piscine, le plan. Des pratiques éducatives inadaptées, ça c'est un grand nombre. Ça coupe, Solène. Dans une pièce fermée dans le noir. Vous ne m'entendez pas? Il y a des petites coupures, il y a des micro-coupures. On capte très mal. J'essaye de mettre mon ordinateur très près de la fenêtre. Je vais fermer mes mails. Hop, peut-être que... Et je vais fermer... voilà. Est-ce que c'est mieux, là? Là, on t'entend, en tout cas. Je vais fermer toutes les applications. Donc, le non-respect à plusieurs reprises des obligations professionnelles fixées par le Code, ce n'est pas une cause principale en 2024. Et aussi, on a eu quelques assistantes maternelles ou les personnes qui vivent à domicile qui avaient un B2 non, un casier judiciaire qui empêchait l'exercice du métier, ou alors qu'elles ont un conjoint ou un enfant qui, de la même manière, ont un casier judiciaire qui empêche d'accueillir des enfants. Donc, c'est bien, on parle du casier judiciaire et du fichier informatique judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Et voilà, on fait la bonne transition. Donc, à partir du 31 mars 2025, ce sera plus nous qui iront demander le casier judiciaire de l'assistante maternelle et demander à la préfecture si l'assistante maternelle ou toutes les personnes qui sont à domicile sont inscrites dans ce fichier qui rend impossible le fait d'exercer. C'est à l'assistante maternelle et aux personnes qui vivent à leur domicile de nous fournir une attestation d'honorabilité. Donc, pour aller trouver cette attestation, elles devront se connecter via France Connect et faire la demande. Et si elles n'ont rien sur leur casier et si elles sont inscrites au FIGES, elles ou les personnes qui résident à leur domicile, elles auront cette attestation d'honorabilité qu'elles devront nous fournir. Bon, je pense que vous êtes au courant de cette attestation d'honorabilité. Donc, il y a eu une visio la semaine dernière sur ce sujet, mais on n'a pas encore eu le replay en fait de cette visio, parce que je sais que tout le monde n'a pas pu se connecter sur le département pour la suivre. Donc, je vais essayer de récupérer le replay, mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'information. D'accord. Donc, je vous ai remis le droit après sur la page précédente. Pourquoi on demande cette attestation d'honorabilité? C'est que personne ne peut être assistant maternel si elle est condamnée à certaines infractions. Et de la même manière, vous ne pouvez pas accueillir des enfants à votre domicile si les personnes qui composent votre foyer a été condamnée à certaines infractions ou qu'il y a aussi une enquête en cours pour ces infractions. Voilà, donc si on découvre à l'occasion d'un renouvellement un casier judiciaire, eh bien, on passera la personne en commission consultative paritaire pour avis sur son renouvellement, sur un non-renouvellement d'agrément. Alors, peut-être sur le pardon, j'ai coupé quelqu'un. Non. Donc, l'idée de cette attestation d'honorabilité, c'est de simplifier le travail des institutions et d'avoir plus de contrôle, même si on en fait déjà beaucoup. Donc, ce sera aux personnes là de se rendre sur un portail
demander cette attestation. Et nous, on vérifiera que c'est bien une attestation qui est valable et que ce n'est pas une fausse. Alors, excusez-moi, je n'avais pas vu les questions du RPE de Bois. La question. Oui. Vas-y. Le premier motif de retrait d'agrément correspond à des pratiques éducatives non adaptées. Oui, mais là, je vous ai dit, c'est une vingtaine du 1er janvier au 30 novembre, 31 novembre. Mais il pouvait y avoir ça, par exemple, et aussi, souvent, il n'y a pas que ça. Hein, mais oui, c'est une des principales raisons de retrait d'agrément. Vous avez raison concernant la deuxième question de Madame Briand. Un agrément, de toute façon, si nous, on n'a pas la preuve que l'assistante maternelle n'est pas inscrite sur monenfant.fr, on renouvellera pas renouvellera pas son agrément. Elle doit nous fournir la preuve comme quoi elle est bien inscrite sur monenfant.fr pour voir son agrément être renouvelé. Mais là, ça ne passe pas en CCPD puisque le dossier n'est pas complet, donc on ne peut pas l'étudier. Donc, elle ne passe pas en CCPD pour cela. Elle ne nous a pas fourni la preuve de son inscription sur monenfant.fr, donc c'est le dossier incomplet. Est-ce que je suis claire? Oui. Alors, apparemment, là, ça semble être l'inverse pour ce territoire-là, où il y aurait une ASMAT qui ne serait pas sur mon enfant et qui aurait quand même été renouvelée. Ah, ben, c'est un bug. Alors, il faut revoir avec l'UMAP où vous me dites, parce qu'à ce moment-là, c'est un loupé de notre part. On a peut-être demandé le document et on ne l'a pas vérifié. Voilà. Ouais, et ce que tu peux faire, Cécile, peut-être aussi, c'est m'envoyer un mail avec les coordonnées de l'ASMAT et que moi, je regarderai aussi de mon côté sur mon enfant, puisque peut-être parfois, il arrive qu'il y ait un décalage que je n'explique pas encore entre les exports que je vous envoie et ce qui figure vraiment sur mon enfant. Donc, peut-être que ça peut être ça aussi, donc je peux regarder quand même de mon côté. Ah, il y a peut-être eu un loupé, hein, aussi. Il y a peut-être eu un loupé, nous aussi. Hein. Si c'est récent, pourtant, on a bien rappelé aux collègues, mais c'est possible, puisque dans le courrier de demande de pièces, on le reprécise bien. Alors, il y a peut-être eu un loupé, nous aussi. Hein, on a cru que c'était bien une inscription, c'est possible. C'est possible. Il y a peut-être eu un bug, ça peut arriver. Donc, je vous ai mis un... J'ai regardé, elle n'est pas sur le site, ouais, regarde. Je vous ai mis un exemple d'attestation d'honorabilité. Quelle tête cela va avoir. Nous, on va vérifier que c'est une attestation d'honorabilité qui n'est pas fausse, soit en flashant le QR code, soit en regardant le numéro, parce qu'il y a obligatoirement un numéro à cette attestation d'honorabilité. Donc, on va vérifier que c'est le bon numéro. Voilà sur l'attestation d'honorabilité. Ah oui, une chose à vous préciser, les parents n'ont pas à exiger cette attestation d'honorabilité. Ok. Pour les mineurs, c'est l'ASMAT. Pour, par exemple, l'assistante maternelle a un enfant de 14 ans qui est à son domicile, c'est elle qui va demander l'attestation d'honorabilité pour son enfant. Et sinon, par exemple, le conjoint, c'est à lui de demander l'attestation d'honorabilité pour lui et puis de le fournir à sa conjointe. On a un petit flottement du ministère et nous, du coup, sur les stagiaires ou les intervenants en MAM ou chez les assistantes maternelles à domicile. La Direction générale de la cohésion sociale, enfin le ministère souhaite l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse fournir l'attestation d'honorabilité, mais voilà, ils ont un petit flottement sur ce sujet-là. Donc, il doit nous apporter des précisions sur ce point en février. Et je vois la question, une ASMAT qui a 20 ans de métier n'est pas renouvelée si elle n'est pas inscrite sur le site. Oui, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Vous avez 30 secondes, je prends mon code. En principe, oui, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Et du coup, je vous montre, je vais essayer de vous partager les courriers. Bougez pas. Faire échéance, différent. On va avoir un avertissement. Complément onglet instruction. Demande de pièces. Voilà, sympa. Pièce d'identité, mon téléphone. Je vais prendre le code. Je vais vous lire.
es en train de sortir ton code, ton gros code rouge. Procédure d'agrément, l'instruction, l'examen du dossier, la vérification, les entretiens à candidats, durée de 5 ans. Oui, celui-là, c'est dans l'arrêté, mais je vais vous envoyer le courrier, mais on demande bien l'inscription à monenfant.fr et j'enverrai à Alexandra notre courrier type. Ouais. Alors, je ne vous vois plus. Ça, c'est super. Je vous pose plus de questions. Alors, il y avait une question sur l'attestation d'honorabilité. Là, est-ce qu'elle doit être fournie aussi pour les intervenants en relais? Alors, moi, les relais petite enfance, je ne m'en occupe pas, mais je crois qu'Alexandra, tu as eu la réponse. Oui. Lors de la visio la semaine dernière, c'était indiqué que non. En fait, il n'y avait pas besoin pour les intervenants en relais. Exactement. Voilà. Sur les attestations d'honorabilité, hein, elles sont obligées de nous fournir quand elles demandent à être agréées et aussi au moment des renouvellements d'agrément. Et si elles sont renouvelées à 10 ans, parce que maintenant on peut être renouvelé à 10 ans, si on a le CAP AEPE, on le demandera nous au bout de 5 ans. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a un doute sur une assistance maternelle, qu'on contrôle une assistance maternelle, on peut toujours demander le casier judiciaire. Le B2, interroger le casier judiciaire auprès du ministère de la Justice et on peut toujours demander infraction sexuelle ou violente. Et donc, oui, j'ai changé le PowerPoint, je vous le renverrai. La mise en œuvre, ça a compté du 31 mars 2025. Ce n'est pas le premier, mais je vais vous renvoyer le bon PowerPoint et on va communiquer à destination de tous les assistants maternels prochainement. Mais le ministère nous a demandé de ne pas communiquer trop vite parce que si on communique trop vite, ça s'ouvre que le 31 mars. Si on communique là, elles vont vouloir aller sur le site. Oui. Ne comprennent pas pourquoi. Donc, tous nos messages de com sont faits. On le mettra sur le site asmat.fr, on enverra des mails, tout est fait. On va attendre fin. Alors, le département maternel, un atelier sur comment on accompagne l'enfant au quotidien, c'est sur le développement de l'enfant, un atelier sur les enjeux de la relation parent-asmat, et un troisième atelier sur la posture professionnelle. Et en fait, un dernier atelier à destination des assistantes maternelles qui exercent en MAM. C'est 5 jours sur un semestre et c'est animé par un binôme EJE psychologue. Le département ne prend pas en charge les frais de garde des parents, mais n'indemnise pas l'assistante maternelle qui est en formation ou ne paye pas son salaire. J'espère que je suis claire. Voilà, désolée, j'ai pris beaucoup de temps, pourtant j'ai essayé d'aller vite, je ne me rendais pas compte, excusez-moi. Non, on a commencé 5 minutes en retard, donc je pense que tu es quand même, t'es pas trop mal. Tu as grappillé 5 minutes, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Solène. Alors, Solène, elle reste avec nous là pour le point suivant. Donc, s'il y a des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion et elle pourra sûrement y répondre à la fin de la présentation des collègues qui vont désormais nous présenter les outils qui ont été pensés pour susciter des vocations d'assistants maternels. Alors, pour rappeler un peu comment s'est construit en fait cette démarche, au sein du comité d'animation, on a fait plusieurs séances pour travailler des fiches projets, des fiches actions pour susciter des vocations d'ASMAT et puis fidéliser les assistants maternels. Et dans les différentes pistes qui avaient été imaginées, il y avait un travail qu'on souhaitait amorcer en fait avec les acteurs de l'emploi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'un petit groupe de travail s'est constitué, donc avec Tamara, Anna qui sont présents aujourd'hui, mais il y a aussi Christelle Hervy du RPE de Saint-Nazaire qui a aussi beaucoup contribué en fait aux outils qui ont été travaillés et qui vont vous être présentés cet après-midi. Donc, je profite de cette vision pour vraiment les remercier pour tout le travail qu'elles ont pu mener au bénéfice de tous.
Donc, oui, comme le rappelait Alexandra, en fait, on a été en sous-groupe et la question a été vite abordée de quels étaient nos contacts, en fait, notamment avec les acteurs de l'emploi. Et sur certains relais, c'était pas forcément existant. Et donc, il nous a paru pertinent de travailler des outils qu'on pouvait présenter chacune aux acteurs de l'emploi pour animer ou présenter le métier d'assistante maternelle à ces différents partenaires. Donc, depuis quelques années, effectivement, on voit que le nombre d'assistantes maternelles baisse. Bon, on vient de le voir notamment avec la PMI. Donc, voilà. Et c'est aussi garantir la qualité des profils. Comme on vient de le voir aussi avec la PMI, il y a des exigences de l'UMAP qui sont de plus en plus importantes. Et c'était souligné à ces acteurs, justement, quelles étaient les attentes de l'unité d'agrément pour ne pas faire pour ne pas recevoir en tout cas des potentiels assistants maternels qui ne correspondaient pas du tout au profil recherché à la fin et une certaine perte de temps. Et aussi montrer que c'était un métier dans lequel on pouvait évoluer tout au long de sa carrière et que donc on pouvait durer. Voilà. Donc, ces différentes actions de communication ont eu pour but de répondre à 3 objectifs majeurs. D'informer, bien sûr, le public potentiel du métier, des différentes opportunités que peut constituer ce métier. Je pense notamment à la VAE vers le métier du CAP que j'appelle toujours petite enfance, mais qui s'appelle AEPE. Voilà. Lever les freins éventuels par rapport à ce métier vu comme contraignant. Je trouve que la proposition aussi faite par l'UMAP d'accompagner un petit peu plus spécifiquement les assistantes maternelles au début de leur agrément, c'est un des freins que Solène vient de nous présenter. Et puis, c'est pouvoir aussi communiquer énormément sur prendre son temps avec les enfants qu'on accueille, ne pas avoir des problématiques de garde pour leurs propres enfants. Voilà, donc ça nécessite de la communication autour de ça. Une fois qu'on les a informés, eh bien, l'idée, c'est de les amener à être acteurs, à agir et du coup à poser leur candidature pour les réunions d'information au pré-agrément. Et la préoccupation, comme vient de le dire aussi Tamara, c'est aussi de les fidéliser et de créer donc un outil qui permettra aux acteurs de l'emploi d'orienter un public qui fera la formation et qui restera ensuite sur le métier pendant un petit, voire un moment assez long. C'est pour que ce soit plus qu'un engagement moral. Pour ça, on a donc créé plusieurs outils avec le service com de la CAF qui a mis en image et en forme les idées qu'on a pu ressortir comme étant pour nous un peu essentielles, avec l'idée de faire des messages clés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ces supports, que ce soit au niveau des relais, en tout cas, peut-être plus facilement l'Ou a besoin de vous et les aides de la CAF, qui sont 2 documents très complémentaires pour les potentielles candidates qui peuvent parfois venir nous voir. Et nous allons donc, oui, on a fait donc aussi un autre document, plus à destination effectivement des acteurs de l'emploi, qui est le kit de la future assistante maternelle que du coup nous allons vous présenter pour se l'approprier un petit peu plus ensemble. Donc oui, on l'a vu, en fait, ce kit de la future assistante maternelle. Alors certaines d'entre vous, je crois, nous ont dit effectivement peut-être qu'il ne portait pas peut-être bien son nom. Mais il est vraiment à destination des acteurs de l'emploi où nous, en tout cas,
on a pu l'utiliser, enfin on l'a pas utilisé tel quel avec Christelle parce qu'on est intervenu notamment à France Travail pour présenter le métier d'assistante maternelle et on avait bidouillé quelque chose avec Lou a besoin de vous et voilà, on trouvait ça intéressant que de la plaquette puisse sortir un PowerPoint qu'on puisse présenter voilà, quand on va à France Travail ou peut-être sur des forums de l'emploi ou aussi nous on a pu intervenir avec Régine de Trignac avec le pli ou les missions locales. Donc voilà comment il a été pensé, donc effectivement à utiliser par nous, mais aussi par les acteurs de l'emploi et à destination quand même des assistantes maternelles par la suite. Donc voilà. Donc on a essayé de faire en sorte que ce kit, il soit... Alors, vous allez rien apprendre, vous, animatrice de relais, par rapport au contenu, mais si on repense donc aux personnes vers qui on s'est centré, on a voulu essayer de faire en sorte qu'ils soient succincts et en même temps en mettant des choses qui nous paraissaient essentielles et notamment le métier en 3 mots, ce qui n'est pas facile forcément à faire d'ailleurs. On a pas mal échangé là-dessus, mais donc l'accueil en petits groupes, adapté au respect du rythme de l'enfant et bien sûr toutes les activités qui vont contribuer à l'enfant. Donc on essaie de faire des documents concis qui permettent assez rapidement de se représenter l'intérêt du métier d'assistante maternelle. Dans ce document, nous avons aussi voulu mettre de la variété et différents outils, que ce soit aussi auditifs. Et donc, nous avons décidé de mettre aussi des témoignages, dont celui de Céline, qui est sur le site du conseil départemental. Ah non, l'État. Oui, pardon. L'État, celui-ci. Alors, on va essayer. On en a publié, on en a plusieurs. Différents. Alors, je vais faire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà vu, mais il y a pas mal de vidéos qui parlent du métier d'assistante maternelle. Celle-ci nous paraissait être celle qui était le plus représentative, on va dire, oui, puis de l'assistante maternelle. Dans le public que nous avons déjà. On va vous la partager. Vous allez pouvoir dire si oui ou non vous avez bien le son de votre côté. Je m'appelle Céline et je suis assistante maternelle. Le métier d'assistante maternelle consiste à s'occuper d'enfants, de nourrissons de 2 mois et demi jusqu'à leur entrée en maternelle, de prendre soin d'eux, de les éveiller, de les préparer à l'entrée en maternelle, de les rendre autonomes. Moi, je dis aux parents que je reçois quotidiennement 0-3 ans. Alors, on peut apprendre des choses, mais sans être à une table. C'est-à-dire, on va jouer avec des Legos, on va apprendre les couleurs. Quand je cuisine, ils viennent avec moi dans la cuisine et on peut chanter des comptines à ce moment-là. On va apprendre les légumes. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important, c'est de leur apprendre les choses de la vie. Je me souviens quand les parents me contactaient, je disais « j'ai 22 ans et j'ai un chien » pour tout de suite donner la contrainte de base. Et en fait, mon âge n'a jamais été un problème, au contraire. Les parents trouvaient ça plutôt sympathique d'avoir quelqu'un de dynamique. Je trouve ça tellement gratifiant en fait de les voir s'épanouir. Le changement peut être très rapide, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, ils font rien et la semaine d'après, ils se mettent à marcher. Enfin, en 24 ans, les choses ont évolué pour les assistantes maternelles. On favorise les binômes des assistantes maternelles pour éviter l'isolement. Maintenant, on est vraiment entourés. On a un vrai fixe de salaire, voilà. C'est plus comme avant où on n'était payé que quand on avait l'enfant. J'ai commencé assez jeune, j'avais fait un bac pro qui ne m'intéressait pas, j'ai voulu reprendre pour faire un BEP sanitaire et social. J'ai profité des stages, je me suis renseignée pour devenir assistante maternelle. Si toutefois on n'a pas notre diplôme de la petite enfance, mais ce n'est pas une obligation, on peut du coup s'inscrire à la PMI et vous passez devant un psychologue, médecin, puéricultrice. S'ils voient que vous, déjà, ça va, la communication passe bien, ensuite on voit votre logement, s'il est adapté, et ensuite de ça, il y a une formation. C'est pas tout le monde qui peut le faire et c'est pas fait dans n'importe quelle condition. On le fait par passion des enfants, sinon c'est pas la peine.
Donc voilà donc Céline. Et après, voilà, il y a une petite diapo sur les missions principales donc, qui rappellent les besoins de l'enfant, physiques, physiologiques, affectifs, intellectuels, etc. Là, c'est aussi le moment peut-être pour parler du projet d'accueil et qu'effectivement, c'est quelque chose aussi qui se construit tout au long du métier d'assistante maternelle et qu'on peut présenter effectivement aux parents un projet avec le déroulé de la journée, le rythme qui va être suivi, etc. Donc, c'est vraiment voilà, un métier en construction tout au long de sa formation et par la suite, lorsque pareil, on continue d'exercer. Donc, toujours dans l'idée d'être le plus concis possible et de donner envie. Il y avait cette checklist sur laquelle il manque quelque chose là, qui n'est pas dessus, mais qui est dans le document officiel. Donc, au-delà d'observer les enfants, les accompagner, leur proposer des activités, dans la checklist, il y a aussi soutenir, bien sûr, et écouter les parents, les informer sur le déroulement de la journée, assurer une cohérence de la réponse aux besoins de l'enfant. Toute la partie enfant et la partie effectivement tournée autour du relationnel qui est essentiel et qui est aussi très intéressant avec les parents. 3 bonnes raisons pour devenir assistante maternelle. À nouveau, une petite vidéo pour rester dans la dynamique. Quand on me demande ce que je fais comme métier, je dis souvent que je m'occupe de l'avenir. Nous sommes de vrais professionnels. Une fois que nous avons notre agrément qui est délivré par la PMI, nous avons une première partie de formation qui s'effectue avant l'accueil du premier enfant. Et ensuite, nous avons une deuxième partie de formation beaucoup plus poussée dans les 3 ans à venir. Des contrats sont signés avec les parents. Maintenant, notre salaire est lissé sur 12 mois. Et moi, personnellement, je touche entre 390 et 700 € net par mois et par enfant, selon le contrat. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'autonomie. Mais je ne suis pas toute seule. Il y a aussi la puéricultrice, le personnel du relais petite enfance et la secrétaire de PMI. Le relais petite enfance est très utile pour les assistantes maternelles. C'est aussi un soutien moral et psychologique grâce à des animatrices qui sont un vrai soutien pour nous et pour les parents. Les autres assistantes maternelles sont nos collègues et pas nos concurrentes. Nous pouvons nous entraider. Chers futurs collègues, sachez qu'il existe des aides de la CAF pour vous accompagner dans votre projet. Il existe une prime d'installation délivrée par la CAF, mais également un crédit à taux zéro qui va vous permettre de faire les travaux nécessaires demandés par la PMI pour votre logement afin de mieux accueillir les enfants. Les assistantes maternelles peuvent travailler chez elles ou dans les maisons d'assistantes maternelles. Dès le premier entretien, nous parlons avec les parents de notre principe éducatif. Ça permet aux parents de voir si nos méthodes correspondent à leurs valeurs. Confier un enfant à l'assistante maternelle, c'est aussi travailler en équipe. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est de voir évoluer l'enfant. Ça m'émerveille tous les jours. Pardon. Donc voilà pour la petite vidéo qui, pareil, qu'on a trouvé bien complète et qui met aussi en évidence les compétences requises. Donc cette diapo est quand même assez importante, notamment pour un rappel pour les acteurs de l'emploi qui peuvent leur permettre de cibler les personnes qui souhaitent postuler au métier d'assistante maternelle. Et on a mis l'accent aussi sur la maîtrise du français et on le voit effectivement notamment pour la compréhension des contrats et les capacités relationnelles avec les parents, tout ce qui peut être compris. Donc je pense que cette diapo est quand même bien importante à expliquer et à discuter avec les différents acteurs de l'emploi afin que l'orientation se fasse
le mieux possible pour la suite. Et on vous a mis la petite vidéo de bouger de 0 à 3 ans. Voilà, aussi pour mettre un peu de dynamisme. Après, voilà, à l'utilisation, c'est chacun la mettra ou pas. Mais on trouvait qu'elle représentait en fait le métier vraiment dans la journée et l'assistante maternelle pour le coup en action. C'est pour ça qu'on a voulu la mettre aussi. Oui, ça vient compléter celle où elle parle de leur métier, mais là on voit les enfants. Voilà. Vous l'aurez, le lien, si vous l'avez perdu de cette vidéo, vous l'aurez en fait dans le support qu'on vous enverra après le webinaire. Et puis, ces 2 prochaines diapos, là, l'idée, c'était, comme vous le voyez, hein, de pouvoir aussi de façon synthétique que et les conseillers en emploi et les potentiels candidats puissent avoir une idée du parcours, la réunion d'information, la demande d'agrément, la visite médicale. Et bien, il y aura aussi l'attestation d'honorabilité désormais, comme on demande l'agrément, bien sûr la rencontre avec les évaluateurs de la PMI et le délai aussi, ainsi que les informations sur la formation de 120 heures. Je ne reviens pas là-dessus, vous le connaissez aussi, mais voilà, l'idée c'était aussi là-dessus de pouvoir avoir quelque chose de synthétique après les vidéos et les précédentes explications. Et on a mis l'accès au calendrier parce que du coup, on peut l'avoir. Donc voilà, pour les RIPA, c'était aussi important des fois d'avoir l'information tout de suite. On ne les a pas forcément en tête, les prochaines RIPA, et selon les secteurs. Donc voilà, ça nous permet d'avoir l'information et de pouvoir répondre aux potentielles personnes qui souhaitent s'y inscrire. La rémunération, on souhaitait quand même faire un petit point dessus. On n'a pas mis volontairement de chiffres, parce que chacune, comme vous le savez, peut choisir son taux, son tarif. Donc, on a choisi de rester succinct et de juste mettre pareil le lien officiel pour la rémunération. Voilà, c'est vraiment un choix de ne pas avoir mis juste, mais au moins parler du salaire, que c'est un salaire de base fixe. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, elles sont payées, rémunérées sur 12 mois. Ça, c'était important de le remettre. Mais voilà, c'est un choix de ne pas avoir mis de chiffres sur la communication. Vous faites pour ce métier le test en ligne. Ça, c'est un autre outil qui va poser 8 questions, qui est sur le site du conseil départemental. Il va poser 8 questions qui sont du coup un petit peu plus personnelles. Voilà, par exemple, là, comme devenir assistante maternelle, vrai ou faux. Et c'est du coup, ça vient, enfin, me semble-t-il, du coup, être plus sur, je veux dire, soi avec soi, c'est-à-dire que c'est pas des informations sur le métier qui viennent d'ailleurs, c'est là d'être devant ce questionnaire et de se dire est-ce que je me suis vraiment posé les bonnes questions, moi, chez moi, avec ma famille, mon logement, et puis voilà, de donner aussi une idée du vrai et du faux. Je me suis amusée à répondre de la mauvaise manière sur les 8 questions pour voir quelle était la réponse. Et dans tous les cas de figure, c'est quand même ça reste positif dans le sens où même quand on n'a pas bien répondu à aucune des questions, le résultat, c'est vous avez une majorité de réponses fausses, mais, mais au lieu de dire directement, vous n'êtes vraiment pas faite pour ce métier, on vous précise que vous devez approfondir vos connaissances du métier et du coup, il y a une orientation vers différentes rubriques parce que le site du conseil départemental est quand même aussi très, très bien fait pour avoir une idée de ce métier-là. Donc, même avec des mauvaises réponses, ça reste assez positif. Voilà. Je trouve qu'il est intéressant à faire. En tout cas, il complète les autres
accès à l'information pour ce métier-là. Et puis sur la dernière diapo, je crois que c'est les contacts privilégiés. Donc là, c'est pareil, c'est un choix d'avoir mis la PMI. Donc comme on a travaillé cette plaquette avec aussi France Travail, France Travail souhaitait avoir un interlocuteur privilégié. Et donc ça nous a semblé quand même plus opportun de laisser la PMI et l'UMAP notamment en premier interlocuteur, parce que c'est là que les futurs assistants maternels déposeront leur dossier ou iront chercher le dossier d'agrément. Et on a quand même mis le petit encart en complément pour les relais petite enfance. Et puis, de toute façon, les acteurs de l'emploi, c'est nous qui verrons pour qu'on leur remette ces plaquettes. Donc, ils sauront qu'on existe aussi un peu plus en allant vers eux. Donc, le but de cette plaquette, c'est vraiment d'être un outil pour aller à la rencontre de ces acteurs en tout cas pour ma part, je ne connaissais pas forcément. Et ça permet d'avoir un premier échange avec eux, avec ces nouveaux partenaires pour faire la promotion du métier. Alors, depuis, il y a eu un dernier outil qui a été construit. C'est parce que France Travail a sollicité à plusieurs reprises en fait l'intervention de la CAF lors de forums métiers notamment qu'ils organisent sur le département. Et à ce jour, en fait, la CAF, elle n'a pas les moyens de participer à tous les forums métiers qui sont organisés par France Travail. Et donc, du coup, pour répondre à leurs besoins, on a réalisé, en fait, une carte postale. Donc là, vous voyez le recto et le verso qui permettent, en fait, de répondre aux informations sur les modes d'accueil. Donc, du coup, on oriente vers les relais petite enfance les plus proches de chez vous. Et donc là, c'est le site monenfant.fr qui est ciblé sur le QR code. Et de l'autre côté, c'est pour connaître les différentes aides que les parents peuvent bénéficier côté CAF. Et donc, du coup, on arrive sur cette page-là, quand on scanne le QR code, on arrive en fait sur cette page arrivée d'un ou plusieurs enfants avec toutes les démarches qu'on peut faire, les aides et les modes de garde sur le département. Et l'autre, sur mon enfant, on arrive sur cette page de recherche, en fait, où là, on va sélectionner si on cherche une ASMAT ou un RPE, indiquer l'adresse et du coup, ça zoomera sur la structure. Alors, voilà pour la présentation en fait des outils qui ont été pensés. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Alors, Solène lève la main. Oui, Solène? Oui, c'est juste pour pouvoir répondre aux questions après dans le fil, parce que j'arrive pas à faire les réponses. Donc, juste après, je veux bien parler, c'est tout. Oui. Vas-y, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de questions, donc tu peux répondre à la question de… Alors, est-ce que c'est une obligation les ateliers du département pour la SMAT? Quand on le propose, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout une obligation. Absolument pas. Elles peuvent faire le choix de s'inscrire à l'atelier ou pas, et il n'y aura pas de sanction. Donc, point. Et je passe à autre chose pour vous dire que lors des 5 premières années d'exercice, les assistantes maternelles doivent, pour voir leur agrément être renouvelé, apporter la preuve qu'elles sont dans une démarche d'amélioration continue de leur pratique. Donc, ça peut être lire, elles disent qu'elles lisent des articles, qu'elles vont au relais, qu'elles suivent les ateliers des relais, par exemple, qu'elles assistent à des conférences, qu'elles mènent des projets. Et ça peut être aussi les ateliers, mais ça fait partie de l'ensemble des démarches qu'elles peuvent faire pour être dans une démarche d'amélioration continue de leur pratique. Et vous m'avez posé une question. Et après, j'arrête. J'arrête de parler. Une question sur les renouvellements d'agrément et monenfant.fr. Vous savez, l'inscription. Oui. Donc, si je prends, je vais faire ma juriste, R421-18-1 du Code de l'action sociale et des familles et L 421-3, pour avoir son agrément renouvelé, on doit obligatoirement, vous avez raison, s'inscrire à monenfant.fr. Et c'est la position qu'on tenait pendant longtemps et on s'est assoupli. Voilà, j'ai fait des recherches, on s'est assoupli. Je peux peut-être partager mon écran, ça vous irait? Non, je ne peux pas. Oui.
Si, attends. C'est arrêté. Vas-y. Je peux partager. Attendez. Alors, attendez. Eh bien, il bug. Vous m'entendez? On t'entend. Ouais. Alors, excusez-moi, je vais partager. Il ne veut pas. Excusez-moi. Écran entier, comme ça va peut-être marcher. Autorisé. Et donc, je vous montre. Ça, c'est le CERFA. Vous voyez le formulaire CERFA? Alors, pour l'instant, on ne voit pas. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais réessayer. Sélectionner une fenêtre ou un écran. L'écran entier. Autorisé. Est-ce que vous voyez le document? Non, toujours pas. Non. Bon, alors, je vais vous le lire. Donc, dans le CERFA, vous voyez le CERFA de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément? Vous voyez le CERFA? Eh bien, je voulais vous dire que page 3, page 3, voilà, page 1 et 2, vous avez toutes les listes qu'il faut fournir pour voir son agrément être renouvelé. Et page 2, c'est marqué, dans le cas d'une première demande de renouvellement uniquement, vous devez apporter la preuve de votre inscription et du renseignement de vos disponibilités d'accueil sur le site monenfant.fr, de votre engagement dans un parcours d'amélioration de vos pratiques. Donc, c'est marqué uniquement en cas de première demande de renouvellement. Donc, je me souviens, enfin, j'ai repris mes notes, j'avais appelé le ministère en disant, le code, il dit que pour voir son agrément être renouvelé, dans tous les cas, il faut fournir son inscription à monenfant.fr. Et dans le CERFA, vous dites que c'est que pour une première demande de renouvellement. Et donc, ils m'ont dit, ah oui, il y a des erreurs dans le CERFA, effectivement. Mais c'est marqué première demande de renouvellement. Donc, vous faites que pour les premières demandes de renouvellement. Donc, le CERFA doit être revu, notamment avec l'attestation d'honorabilité. Donc, j'espère que cette erreur-là, elle va être supprimée. Donc, du coup, on est souple. Voilà. Mais c'est où, là, sur le CERFA? Parce que je l'ai affiché, mais je ne le vois pas. Page 2. Page 2. Oui. Tu as le 4, comment faire une demande d'agrément. Tu vois 4, comment faire une demande d'agrément. Tu as 4.1. Oui. 4.2, 4.3. Et dans le 4.3, en bas à droite, tu as dans le cas d'une première demande de renouvellement. Ah oui, d'accord. Tu vois? Et voilà. Donc, vous avez raison, il y a peut-être une dame qui a été renouvelée. Ce n'était pas son première demande de renouvellement d'agrément, mais on a été souple à cause de ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, le CERFA a une valeur juridique aussi, puisqu'il est publié par arrêté. Donc, je suis coincée entre cet article R421-18-1 et ce CERFA qui ne correspond pas à l'article du code. Donc, j'espère que quand le CERFA va être revu, ils mettront que c'est pour tous les renouvellements. Voilà. Donc, effectivement, j'ai repris mes notes. On a de la souplesse. On le demande systématiquement à tout le monde, l'inscription à monenfant.fr, mais on a de la souplesse quand c'est pas pour le premier renouvellement d'agrément. Voilà. Par contre, on fait des avertissements si elles ne sont pas inscrites sur monenfant.fr. Donc, ça m'intéresse quand même cette personne pour qu'on lui fasse un avertissement. Ok. Voilà. Peut-être que ça a été fait en plus, hein, mais on va croiser les informations. Ok. Donc, je suis désolée, je vous ai dit quelque chose pour moi dans le code, c'est obligatoire, mais le CERFA dit autre chose. Donc, quand ce n'est pas pour un premier renouvellement, effectivement, on est plus souple. Merci de votre question. Vraiment, merci. Donc, je vais relancer le ministère. Vous faites bien. En disant, quand vous allez modifier l'attestation d'honorabilité, mais changez-moi ce CERFA. Merci, Solène. Est-ce qu'il y a des questions où tout est clair pour tout le monde ou des réactions sur les outils qui ont été travaillés? Non? Bon, c'est que ça doit être clair. Je continue la présentation. Solène, tu fais comme tu veux. Si tu veux rester avec nous, si tu veux t'éclipser, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et merci de cet échange. Vraiment, merci.
Et puis, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors, je vais vous présenter l'activité des relais en Loire-Atlantique en 2023. Donc, ce sont des résultats qui sont issus du questionnaire Sphinx. Alors, je vais essayer de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Donc, j'espère que la technique va me suivre. Je vais commencer par vous poser une première question qui est quel est le ratio du nombre d'asthmates pour un ETP d'animateur en 2023 sur le département. Donc, vous avez 3 propositions, donc 63, 66 ou 70. Et je vais vous mettre un petit jeu questionnaire qui va arriver dans le fil de discussion, en principe. Alors, je lance. Alors, voilà. Donc, comme ça, vous allez tous pouvoir voter. C'est bien, je suis contente parce que déjà, la technique marche. Allez. Alors, je cherche ma petite fenêtre, moi. Donc, afficher les résultats, je fais ça, je crois, maintenant. Bon. Donc, les résultats sont sur le côté et je m'y perds, hein, mais j'arrive. Hein. Hop. Si. Et donc, la réponse est 63. Donc, il y a une seule personne qui a trouvé la bonne réponse. 70 asthmates pour un ETP, c'était l'indicateur COGE qui était fixé, mais la précédente COGE. Et alors, donc sur cette diapo, du coup, on voit 2 choses. On voit, alors sur le graphique qui est à gauche, on voit le nombre d'ETP qu'on a sur l'ensemble du territoire, donc de la Loire-Atlantique. Donc, on est à un peu plus de 104 ETP pour environ 130 animateurs. Et on a donc 64 relais sur le département. Et donc, sur ce graphique, on voit en rouge, c'est l'indicateur COGE. Donc, avant, on était bien sur 1 pour 70 asthmates. Et donc, désormais, en 2023, on était 1 pour 62. Donc, on considère qu'on est au niveau attendu, au niveau de la COGE. Sur cette diapo, on voit la couverture territoriale que l'on a en Loire-Atlantique. Donc, cette carte est la même en 2024. Donc là, on en a 3 ici et une ici. C'est une couleur par relais. Donc, on voit que l'on a des relais qui ont beaucoup de communes. Par exemple, Châteaubriand d'Herval, il y a énormément de communes couvertes. Clisson, c'est pareil. Pornicaglo, enfin, je ne vais pas toutes les citer. Et on a des relais qui couvrent qu'une seule commune. Par exemple, Saint-Herblain, Sautron. Donc, on a des tailles qui sont très différentes. Par exemple, La Baule, Pornichet. Et on a des relais qui sont sur plusieurs communes, mais ça ne couvre pas une interco, par exemple. Ici, on prend l'exemple de Boye, Le Bignon, pour illustrer. Et on a aussi 2 particularités. Donc, on a une représentante avec Tamara, avec Saint-Malo, Saint-Joachim et Béné, où là, on a une discontinuité de territoire. Et l'autre relais, c'est Mésanger ou Don. Voilà, ça, c'est un même relais. Et puis, Nantes, Nantes qui est un gros territoire où on a 5 relais qui couvrent la commune de Nantes.
Alors, au niveau du fonctionnement et des moyens qui sont alloués au niveau des relais, on a 60% des relais qui ne couvrent qu'une seule commune sur le département. Et le nombre de communes couvertes pour les relais qui sont itinérants varie entre 1 à 17 communes sur le département. Ça montre quand même la diversité des réalités de territoire que l'on a au niveau des relais en Loire-Atlantique. On a 19 relais sur les 64 qui ont des ETP qui sont inférieurs à 1 ETP, donc 4 entre 0,4 et 0,5 ETP. Donc là, on est vraiment sur des tout petits relais. La particularité, ça c'est une surprise pour personne, c'est qu'on a 94% des ETP qui sont avec des profils EJE et seulement 7 relais qui font appel à d'autres profils comme des travailleurs sociaux, des psychomotriciens ou professeurs des écoles. Donc ça reste très, très à la marge. Et je pense, mais je ne suis pas la seule, qu'on aurait tout à y gagner d'avoir une diversité en fait plus importante des profils qui travaillent en relais. On a 59% des ETP d'animateurs en 2022 qui ont bénéficié d'analyse de la pratique. Alors, j'ai laissé cette donnée-là parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une richesse pour vous, animateurs, de pouvoir bénéficier de l'analyse de la pratique. Cette donnée, elle n'a pas été recensée en 2023 dans le questionnaire Sphinx. Mais on verra pour le questionnaire 2024 si c'est dedans, et si ça ne l'est pas, je pense que j'essaierai de vous demander de compléter un endroit où il y a un champ libre, que vous puissiez valoriser en fait si vous en bénéficiez ou pas de l'analyse de la pratique, parce que je pense que c'est vraiment un indicateur qui me semble intéressant à suivre sur notre département pour encourager en fait cette pratique-là. 52% des relais organisent un COPIL annuel. Voilà, et donc du coup, je mets en axe de progression, donc tendre vers 100% des relais qui organisent un COPIL annuel, diversifier les profils d'animateurs, et puis poursuivre l'augmentation du nombre d'animateurs qui bénéficient de l'analyse de la pratique. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Selon vous, quel est le nombre de familles différentes moyens accompagnées pour un ETP d'animateur? Alors, je recherche. Il y a 28 réponses. Ouais. On avait parlé tout à l'heure. OK. Peut-être que tout le monde ne peut pas voter, je ne sais pas. Allez, je fais afficher les résultats et je donne la réponse. Voilà, c'est un peu ex aequo entre 208 et 156. OK. Et donc, moi, qu'est-ce que je raconte ? « 218 ». Ça fait beaucoup de familles que vous accompagnez, beaucoup de familles différentes que vous accompagnez pour un ETP d'animateur. Alors, si on zoome sur l'émission en direction des parents, ce que je note pour l'année 2023, c'est que vous avez accompagné un nombre de familles différents, plus important que les années précédentes. Alors 2023, on est sur le chiffre qui est en jaune. Par contre, il y a eu moins de contacts concernant le rôle d'employeur et concernant une demande d'information sur les modes d'accueil. C'est-à-dire que globalement, vous avez accompagné plus de familles, mais vous avez eu moins de contacts d'une même famille, moins de sollicitations d'une même famille. Sur la répartition des demandes qui sont formulées, donc ça c'est assez proche à ce qu'on avait déjà en 2022, c'est-à-dire que vous avez 51% des familles qui n'ont pas de demande précise au niveau du type de mode d'accueil qu'elles recherchent.
Ensuite, on est à 27%, ils vont rechercher une assistante maternelle, que ce soit à domicile ou en MAM, 21% sur un mode d'accueil collectif et puis 1% sur une garde à domicile. Alors, on a identifié dans le questionnaire aussi qu'il y avait 4 relais qui n'avaient pas mis en relation l'offre et la demande spécifique concernant l'accueil d'enfants en situation de handicap. On ne sait pas trop comment interpréter ce chiffre. Peut-être que ce sont des relais pour lesquels il n'y a pas eu de demande non plus de famille avec des enfants en situation de handicap. Il va de soi que tous les relais, en principe, doivent, lorsqu'ils sont confrontés à une demande de cette nature, y répondre favorablement. Mais ça, je pense que c'est un secret pour personne. Donc, on suppose que c'est parce qu'il n'y a pas eu de sollicitation. Et on a 70% des relais qui informent sur les principes de la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Et dans ces 70%, on en a 39 qui disent mettre en place des actions en lien avec la charte. Et donc, il y a une question dans le questionnaire Sphinx qui vous invite à détailler ce que vous avez mis en place. Et là où j'ai été surprise, c'est que finalement, les éléments qui étaient mis, ça concernait uniquement des aides dans les démarches de parents employeurs et ça n'avait pas de lien avec la Charte nationale d'accueil du jeune enfant. Alors du coup, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup qu'on s'arrête 2 minutes sur la charte d'accueil du jeune enfant. Alors, cette charte, en fait, depuis l'ordonnance des services aux familles du 19 mai 2021, c'est une référence commune à tous les modes d'accueil du jeune enfant. Ce qui est intéressant, ça c'est vraiment une nouveauté, c'est qu'elle s'adresse à tous les professionnels, qu'on soit en mode d'accueil individuel ou collectif, c'est la même pour tout le monde. Donc c'est vraiment une reconnaissance et une référence commune pour ces professionnels. Elle pose les conditions d'une identité professionnelle partagée favorisant un accueil bienveillant, respectant la diversité des jeunes enfants et de leurs familles, et elle dresse 10 grands principes que l'on peut classer en 4 grandes thématiques. Donc, autour de l'accueil de l'enfant, autour de l'accueil de sa famille, le travail et la reconnaissance des professionnels et les pratiques éducatives et les organisations. Dans son contenu, finalement, elle invite à penser à débattre des phénomènes de société, comme la question du genre, la diversité, la culture, le lien au vivant, la transmission de la beauté, la prise en compte de la vulnérabilité, etc. Donc, c'est vraiment une base d'échange en plus avec, ça peut être une base très intéressante d'échange avec les assistants maternels. Et donc, sur cette diapo, je vous ai mis différents exemples de chartes. Donc, à gauche, on est sur la charte qui est sur le site du ministère. Et puis là, c'est des exemples de chartes qui ont été travaillées avec des ASMAT sur d'autres territoires. Donc, par exemple, des mises en forme qui sont différentes. Ça s'est fait par la Manche. Ici, donc, dans le lien, dans le support que je vous enverrai, il n'y aura plus qu'à cliquer et ça ouvrira les pages où on trouve toutes les informations. Là, il y a une vidéo qui a été faite avec des asthmates et animateurs de relais sur un territoire pour voir comment le public professionnel s'approprie en fait la charte. Là, je crois qu'on est dans les Vosges, il me semble. Et là, il y a un jeu de société en fait qui a été pensé aussi autour de la charte. Enfin, pour vous dire qu'il existe en fait pléthore d'outils qui sont déjà en ligne sur Internet, sur lequel vous pouvez vous inspirer pour pouvoir faire la promotion après vous auprès des asthmates sur votre territoire. Alors, dans le questionnaire Sphinx, il y avait aussi une petite question sur l'intermédiation administrative. Alors, vous le savez, c'est quelque chose qui est attendu. On attend un décret et probablement qu'il y aura quelque chose d'inscrit dans le prochain référentiel des RPE qui devrait sortir fin mars. Et donc, du coup, je sais qu'il y a un certain nombre de craintes par rapport à cette intermédiation administrative. Donc, du coup, j'ai zoomé dans le questionnaire pour me dire, mais finalement, est-ce qu'on a déjà des relais qui sont investis, qui se disent investis sur l'intermédiation administrative? Donc, oui, on a 24 relais qui estiment déjà faire un peu ce travail d'intermédiation administrative. Donc, un petit peu en direction des asthmates, majoritairement en direction des parents. Et l'action qui est la plus faite, c'est l'aide à la déclaration sur page emploi avec 21 relais sur les 24 qui vont aider dans ce cadre-là. Et sur ces 21, il y en a 7 qui disent accompagner mensuellement des mêmes familles à faire la déclaration sur page emploi et un relais qui dit aider à la déclaration mais pour des personnes qui ne maîtrisent pas le français.
Ça ne veut pas dire, comme ça c'était du déclaratif, chacun pouvait donner du détail comme il le souhaitait. Peut-être que dans les 7 qui sont là, ils ont aussi mis cette contrainte-là de se dire c'est uniquement pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français, c'est pas dit. Voilà, je vous donne juste les informations en brut que j'ai par rapport à cette mission d'intermédiation administrative. Et puis après, vous avez le détail, ce que d'autres peuvent proposer. Alors, une autre petite question. On va zoomer un petit peu maintenant sur mon enfant. Combien d'asthmates, selon vous, ne mettent pas à jour leur profil sur mon enfant? Alors. Parce qu'elles sont beaucoup inscrites. Oui. Aussi du salut. Ah non, mais sur une note aussi, elles sont beaucoup inscrites sur mon enfant, mais maintenant, il faut mettre à jour leur profil. Ouais. Allez. Donc, je fais 40%. Bravo. Donc, on a... Je trouve que c'est encore pas assez. C'est pas assez. Ah bah non, je suis d'accord. Alors, on a aujourd'hui, sur mon enfant, 92% des relais qui disent « Utilisez mon enfant pour présenter l'offre disponible aux parents ». Ensuite, j'ai fait un petit zoom sur les RPE lymph. Et là, je me dis que peut-être vous n'êtes pas tous au clair sur ça. Je surveille l'heure. Je pense que je peux peut-être faire un petit zoom et vous montrer rapidement. Et si vous avez besoin d'informations plus précises, vous m'enverrez un mail et peut-être je ferai une réunion sur ce point-là. Mais en fait, pour l'intérêt d'être... alors, attendez. Aujourd'hui, on a 64% des relais qui sont lymph sur mon enfant. D'accord? Et dans ces 64%, on en a 33% qui sont ce qu'on appelle lymph guichet. Et donc, pour traduire, si je retourne sur... Ah, bah ça me gêne tout le temps, moi, ça. Hop. Mon enfant, il est mon enfant, c'est pas ça. Ah ben, je l'ai peut-être enlevé tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, je mets ici. Un parent, quand il cherche, il va cliquer ici, je recherche. Et donc là, il peut maintenant chercher un relais petite enfance et un lieu d'information. Donc le lieu d'information, c'est le lymph ici, par exemple. Si je vais je mets Donge, parce que Donge, ça a été le premier lymph guichet de la Loire-Atlantique. Tac. Et donc, par exemple, je vois qu'il y a Donge qui va apparaître ici. Donc, parce que les parents, en fait, des fois, ils ne savent pas forcément toujours ce qu'est un relais. Ils peuvent très bien cliquer, je vais chercher un lieu d'information, ils vont me renseigner. Donc, ça, pour l'instant, quand on est juste là, c'est juste une manière d'afficher différemment, en fait, ces coordonnées sur le site Mon Enfant, si je fais simple. Hein. Et donc là, hop, on voit le relais de Donge avec les coordonnées. Et quand je clique ici, je vais avoir le détail de ce relais-là. Donc, on voit bien qu'en dessous, c'est mis lieu d'information. Donc, lymph, c'est vraiment une structure artificielle qui a été créée dans mon enfant et avec toutes les coordonnées de ce territoire-là. OK? Et donc, les parents, quand ils sont aussi sur mon enfant, en page d'accueil, ils peuvent dire « j'ai besoin d'aide dans ma recherche de mode d'accueil et dans mes démarches ». Et donc là, ici, on l'invite en fait à taper son code postal. Donc si je mets 44 480, ici j'ai Donge. Et donc je peux continuer ma recherche et remplir un formulaire comme un parent là, pour le coup. Et donc le parent va dire qui il est. Il y a deux pages, je crois, de mémoire. Il va dire qui il est, quel est son besoin, en fait. Et après, il y a un PDF qui est généré. Donc, lui, il garde cette trace-là.
Et le relais, il reçoit une notification et il va télécharger son PDF pour prendre contact avec le parent et lui répondre à ses questions. Voilà, c'est ça la fonctionnalité lymphe. Donc, pour ça que je dis, pour moi, dans les recommandations, on devrait avoir 100% des relais qui sont à minima identifiés comme lymphe. Pas lymphe guichet, mais lymphe. Pour moi, ça me semble être un incontournable pour l'ensemble des relais. Donc ça, c'est assez simple à faire. Il y a juste une fiche de référencement à compléter. Hier, je vous ai envoyé un mail avec l'export Mon Enfant. Dedans, il y a une adresse mail. Si vous souhaitez être référencé comme lymphe, vous leur écrivez et vous leur demandez la fiche de référencement lymphe. Et comme ça, ils pourront vous l'adresser et vous n'aurez plus qu'à la compléter. Ensuite, l'accompagnement des asthmates sur Mon Enfant, on voit que y a une chute dans l'accompagnement que vous avez pu faire entre 2022 et 2023, à la fois sur le nombre d'asthmates accompagnés et puis sur les modalités. Vous êtes plutôt sur du face-à-face en individuel, mais voilà, on voit qu'il y a quand même une très grande diminution. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez une très grande proportion maintenant d'asthmates qui sont référencés sur Mon Enfant et donc du coup vous êtes moins sollicités? Pour autant, ce qu'on voit, c'est que le taux d'asthmates qui mettent à jour leur profil, il n'est pas encore suffisamment bon et elles sont censées mettre à jour leur profil deux fois par an sur Mon Enfant et donc ça nécessite quand même de les accompagner ou en tout cas de les relancer pour que ça puisse être fait parce que c'est vraiment ça qui est intéressant pour les parents, c'est d'avoir un site qui est le plus à jour possible pour eux. Alors, j'ai une question. Quand on est guichet unique avec son propre logiciel, on ne peut pas être référencé lymphe. Alors ça, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On peut être référencé lymphe sur Mon Enfant, ça, c'est pas le problème. C'est lymphe guichet que je ne vais pas recommander d'être lymphe guichet quand on a son propre logiciel en fait au niveau de sa collectivité parce que ça brouille le message pour les parents. Par exemple, pour Nantes, si je dis pas de bêtises, il y a un site en ligne où les parents peuvent faire leur demande pour demander une place en crèche. Si le parent qui n'est pas forcément très bien informé sur les subtilités pense en allant sur Mon Enfant avoir fait une demande de place en crèche alors qu'il a juste fait une demande pour être contacté par le relais, je pense que ça peut créer en fait l'insatisfaction de passer du temps à faire des démarches administratives. C'est pas la bonne, il faut recommencer après sur un autre site. Donc ça amène du flou. Donc pour moi, quand on a déjà son propre logiciel pour être lymphe guichet, notamment en ligne, je ne recommande pas d'être lymphe guichet sur Mon Enfant. Mais on peut être tous lymphe. Là, par contre, il n'y a pas de difficulté ou de message qui serait flou pour les parents. Alors, oui, mais pour être lymphe, il faut que le service enfance soit renseigné par le responsable de service. On ne peut... En fait, c'est une démarche de la collectivité, c'est-à-dire que nous, au niveau de la CAF, après, on va conventionner avec la collectivité pour vous ouvrir ce service-là. Donc, effectivement, il faut que ce n'est pas juste le relais qui décide. Le relais peut dire, moi, je souhaite être lymphe ou lymphe guichet. Mais après, effectivement, on va aller jusqu'à une phase de conventionnement et donc, c'est fait au niveau du signataire de la collectivité. Donc, soit ça va être le maire, soit le président de l'interco. Enfin, après, il faut être bon interlocuteur. Donc, quand les familles tapent lieu d'information, le RPE n'apparaît pas dans la liste. Si, non, il apparaît en tant que lymphe, mais l'intitulé, en général, c'est marqué relais petite enfance. C'est ce qu'on a vu pour Donjon. Et désormais, sur Mon Enfant, ça me fait penser à ça. Attendez, je me recherche ici. Si je vais sur le moteur de recherche, ce qui n'était pas le cas, mais le site, il a quand même pas mal évolué ces derniers temps. Les parents, maintenant, ils peuvent chercher plusieurs choses en même temps. Donc, ils peuvent cocher un relais et un lymphe. Et donc là, si je remets Donjon, c'est toujours là, hop, voilà. Et on voit qu'il y a un petit 2 au même endroit. Donc, le picto pour les RPE et le picto pour les lymphes. Et ça va être quasiment les mêmes données, les mêmes informations. En tout cas, ce sera les mêmes coordonnées. Parce qu'en Loire-Atlantique, nous, on accorde... Il n'y a que les RPE qui peuvent être lymphes sur Mon Enfant. Il n'y a pas d'autres structures qui peuvent être lymphes sur Mon Enfant. Alors, du coup, si je fais une petite digression par rapport aux informations, par exemple, un parent, il cherche une asthmate. Hop,
suis une asthmate, donc à Donge, on peut rester. Et là, il y a des nouveaux filtres qui ont été apportés. Donc, il peut choisir une asthmate avec des places disponibles. Il peut demander si elle exerce en MAM, si elle peut accueillir des enfants en situation de handicap. Oui, il y a plusieurs filtres qui ont été apportés pour enrichir le site maintenant. Voilà. Et par exemple, si je clique sur cette asthmate, cette asthmate, du coup, on voit qu'elle a mis son profil à jour en novembre. Et il y a une petite carte qui la présente en fait en raccourci sur le territoire de Donge, avec ses coordonnées, les places qu'elle a, le relais de rattachement. Ça, c'est aussi, je trouve que c'est intéressant en termes de valorisation de tous les relais, c'est que sur chaque fiche d'asthmate, à chaque fois, on a le relais de rattachement. Et donc, ses horaires, sa place, si elle est flexible ou pas. Pour ça, à chaque fois que j'ai voulu ouvrir, moi, on me redemandait un code si j'étais pas un robot, tu sais, les trucs. Ah oui, des fois, il y a ça. C'est vrai qu'il y a un CAPTCHA qui est demandé là, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, et ça revient souvent. J'ai eu ça aussi. Oui. Ouais. Bah, tu vois, là, j'ai pas eu oui. Coup de bol. Alors, j'ai répondu à tout? Ouais. Ok, si je suis à jour, c'est parfait. Donc là, on voit donc le taux d'asthmate active par relais sur mon enfant. Donc oui, par relais. Donc ça veut dire qu'on a 42% des relais qui ont déjà 100% des asthmates qui sont référencés sur mon enfant. Et on en a 31% qui sont peut-être un petit peu plus loin, où il y a encore un petit peu de travail d'accompagnement de ces asthmates. Et donc là, on voit justement le taux d'asthmates qui ont mis à jour leur profil sur le site. Une question? Alors, ben voilà, moi j'ai une question. Combien d'ateliers d'éveil en moyenne sont animés par les animateurs, donc pour un ETP d'animateur en 2023? Alors, il y a des calculs scientifiques qui se font à côté de moi. Alors, combien d'ateliers d'éveil? Démarrer. Donc, la majorité pense qu'on est à 60. À 60. Allez. Roulement de tambour. Hop. 72. Oui, c'est ça, ça fait 2 personnes. À part pendant les vacances scolaires. Et alors, j'ai une autre question. Quelle proportion d'asthmates en moyenne ont bénéficié d'ateliers d'éveil? Donc, asthmates différents, bien sûr. Hein. Ouais. Eh bien, 45%. Bravo. Alors, du coup, si on zoome maintenant sur les missions en direction des professionnels. Donc là, j'ai mis l'activité en 2022 et l'activité en 2023
pour montrer en fait qu'il y a eu une progression du nombre d'ateliers d'éveil organisés pour un ETP d'animateur. Désormais, vous êtes à 72 séances en moyenne par animateur. Ça représente 116 participations d'enfants différents aux ateliers d'éveil et 34 participations d'asthmates différents aussi aux ateliers d'éveil. Et donc, vous avez 45% des asthmates actifs au moins un mois en 2023 qui ont fréquenté les ateliers d'éveil. À la fréquentation, après, on ne peut pas dire s'il y en a, c'est tous les mois, et ou peut-être certains, c'est qu'une seule fois, mais en tout cas, ça a touché 45% des asthmates. Et 90% des asthmates différents bénéficiaient de renseignements individuels. C'est-à-dire quand même, globalement, les asthmates vous ont bien repéré comme pouvant répondre à leurs questions en proximité. Et 57% des asthmates ont participé aux activités du RPE au moins une fois en 2023. Alors après, si on regarde sur la droite les thématiques des sujets qui ont été abordés, alors il y a toujours en numéro 1 le fonctionnement du relais, et je pense que quand vous cochez ça, ça doit représenter aussi beaucoup de questions, notamment autour des ateliers, sur les inscriptions, sur les thèmes. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Mais le deuxième gros sujet, c'est le droit du travail. Et donc, du coup, moi, ce que ça me renvoie comme proposition, je me dis, si c'est vraiment un besoin important des professionnels, peut-être qu'il y a des temps collectifs qu'il faut chercher à développer en fait au niveau des territoires, parce que si vous avez quelques asthmates qui vous sollicitent sur ces questions-là, probablement que ces sujets, ils intéressent quand même une majorité de vos professionnels sur votre territoire. Et puis l'autre chose, dans le questionnaire Sphinx, j'ai vu qu'il y avait très peu, en tout cas c'était peu valorisé, mais la question elle n'est pas posée en dur. Si vous mettiez des actions de communication sur les passerelles entre les différents métiers de la petite enfance, notamment la promotion de la VAE, donc je me dis il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait continuer en fait à développer sur le département. Et puis un rappel, mais ça je pense que j'ose espérer, c'est que tout le monde est au clair avec cela. L'animateur, il est bien là pour accompagner les adultes, que ce soit les parents employeurs, les assistants maternels et les gardes à domicile. Alors, je continue de zoomer sur les ateliers d'éveil. Donc là, on voit bien, pardon, je commence ici, le nombre d'ateliers d'éveil pour un animateur. Donc, on a augmenté d'année en année, mais on est toujours en dessous de la moyenne nationale, puisque en France, il y a 94 ateliers qui sont organisés pour un ETP d'animateur. Le nombre d'enfants a progressé, bénéficiant de ces ateliers, pareil pour le nombre d'assistants maternels. Et puis, j'ai pu aller regarder aussi le temps moyen que vous passiez à la fois en atelier, en temps de présence avec les asthmates et les enfants. Donc là, on est à 3h4. Donc ce temps, il a augmenté entre 2022 et 2023, mais le temps consacré aussi à l'organisation des ateliers, il a aussi augmenté. Et dans les 2 années, en fait, vous avez un peu plus de temps de préparation que de temps en présentiel, en face à face avec le public. Et puis ça, c'était par curiosité, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être vous intéresser de voir quand est-ce que finalement tous les relais, vous mettiez plus facilement des ateliers. Donc le jour plébiscité, c'est le mardi. Ensuite, c'est le jeudi, le vendredi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 5 relais qui proposent des ateliers le mercredi. S'il y en a qui se posaient des questions, voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous mettre en relation aussi. Des fois, si on a des idées, ça peut permettre de voir cela. On n'a qu'un seul relais qui propose des ateliers tous les jours. 15 relais qui proposent des ateliers 4 matinées par semaine et donc 5 relais, je viens de le dire, sur les mercredis matins. Alors, combien de RPE ont au moins une MAM sur son territoire ? Bon, ça a l'air… Ouais, à 58%, vous dites 88. Eh bien, bravo.
Moi, j'avais été surprise, en fait. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, autant de relais avaient des mâmes, en fait, à accompagner. Ça ne dit pas le nombre, mais c'est au moins une mâme sur son territoire. Et du coup, sur cette diapo, vous trouvez en fait l'accompagnement qui est proposé pour les mâmes. Donc, le nombre de relais qui ont accompagné des projets de création de mâmes. Donc, en bleu, 2023, donc on a eu 34 RPE qui ont accompagné les projets pour un peu moins de projets de création accompagnée, 45 relais. Et donc, on voit que la majorité, c'est d'abord sur l'identification des besoins du territoire. Ensuite, on va être sur tout ce qui est aide au démarrage du projet, la communication. Et ensuite, il y a l'accompagnement sur le côté administratif, en fait. Et puis après, je vous ai listé. Alors là, c'est juste pour les numéroter, mais il n'y a pas de classement, il n'y a pas de hiérarchie, mais pour dire en fait donner d'autres natures d'accompagnement qui peuvent être proposées en fait par les relais. C'est pareil, ça peut aussi vous donner des idées de ce qu'il est possible de faire. Et si vous souhaitez savoir qui a mis en place un accompagnement sur le projet éducatif, la charte et le règlement intérieur, moi je peux aller rechercher la donnée et vous mettre en relation avec le relais si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un petit zoom sur les missions renforcées. Alors, on est sur les missions renforcées donc, en 2023. Donc, vous voyez là, la majorité, vous êtes positionné sur la mission 3. La mission 3, en sachant que quand vous êtes positionné sur cette mission-là, vous n'êtes pas engagé sur d'autres missions. Il y a seuls 2 RPE qui se sont engagés qui ne se sont pas engagés sur une mission renforcée, pardon, je suis en train de me chercher, et un seul RPE qui s'est engagé sur 2 missions différentes, qui a demandé à être évalué que sur une, mais qui s'est engagé sur 2 missions différentes. Ce qui est à noter, c'est que sur la mission 1, guichet unique, on a un taux de réussite qui est de 50%. 50% parce qu'en fait, il y a beaucoup de relais qui ne sont pas encore lymphe-guichet sur mon enfant. Donc vraiment, j'attire votre attention. Pour tous ceux qui veulent continuer à rester sur cette mission 1, il faut bien être référencé comme lymphe-guichet sur mon enfant pour que ce soit éligible en fait à cette mission renforcée. On peut, comme le relais qui était engagé sur 2 missions, parce que j'ai compris qu'il y avait pour des élus, c'était important de pouvoir afficher d'être sur cette notion de guichet unique. On peut dire qu'on travaille sur cette guichet unique, mais pas demander à être évalué aussi sur cette mission-là. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi en termes d'affichage politique. Mais pour pouvoir optimiser le financement de la carte, voilà, sachez que pour cette mission 1, il faut être lymphe-guichet sur mon enfant. Et sur la mission 2, j'ai pas mis le taux de réussite là. Ah si, un seul n'a pas atteint en fait cette mission renforcée. Alors, ça c'était pour la petite blague pour un collègue, mais j'ai un collègue, ça fait un moment qu'il me demandait une carte d'identité. Alors j'ai essayé de faire quelque chose un peu imagé, mais c'est pas, je pense que c'est pas forcément le bon format. Il vaudra peut-être plus que je demande à mon service com qu'il nous fasse une petite infographie pour qu'on puisse voir en fait vraiment l'activité des relais. Mais bon, pour le petit clin d'œil, je l'ai quand même laissé. Ça vous donne un peu les chiffres clés en fait de l'activité des relais en 2023. Donc, vous avez la date d'expiration quand même. Et on voit bien voilà, les différents ratios, le nombre de relais sur le département et voilà, votre activité. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Je ne vais pas louper quelque chose. Ouais. Je vois, Cécile, le listing est loin d'être fiable. Je pense que c'était sur mon enfant, mais il y a peut-être des choses encore à améliorer. C'est tout? Rien d'autre? Ok. 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 Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors pour terminer, donc voilà, vous trouverez en fait
Vous trouverez en fait sur le caf.fr les coordonnées des conseillers de territoire qui peuvent vous accompagner. Ce webinaire, il va être mis en ligne après sur notre chaîne YouTube où on retrouve en fait tous les replays des webinaires que la CAF elle fait. Je vous enverrai en fait après cette réunion mi-février, je pense, un replay d'une visio qui va être faite sur le parcours arrivée de l'enfant. Comme ça, vous pourrez aussi avoir une information détaillée sur ce parcours-là. Et si vous avez des questions plus précises, je me tiens à votre disposition et on verra le cas échéant s'il faut faire une visio spécifique pour vous. Et puis, la dernière information que je voulais vous apporter, on a eu une réunion avec Page Emploi la semaine dernière pour relayer les questions que vous posiez. On va bientôt avoir le compte-rendu pour lequel je vous ferai suivre en fait les réponses qui ont été apportées. On a un premier niveau de réponse et on aura une deuxième pour les réponses pour lesquelles on n'a pas encore eu nos réponses. Les questions pour lesquelles on n'a pas encore eu nos réponses. Est-ce que le bilan Sphinx aura la même trame pour 2024? Alors, pas tout à fait. J'ai eu un premier jet qui m'a été envoyé aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que il va être simplifié. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui étaient demandées avant qui vont être supprimées pour que ce soit moins lourd pour vous. Mais il reste quand même encore quelques indicateurs à compléter, hein, bien entendu. Oui, et puis il y a 2-3 questions nouvelles qui ont été reformulées parce qu'on trouvait que c'était pas suffisamment précis. Et donc, vous renseignez pas tous les questions de la même façon. Donc, c'est pour que ce soit plus, homogène et qu'on puisse vraiment analyser les résultats. Ensuite, moi, j'ai prévu, mais je crois que vous avez déjà fait une information de vous faire une webinaire début avril, justement spécifiquement sur le questionnaire Sphinx, où je pourrais justement vous dire ce que moi j'ai repéré par exemple dans notre questionnaire qui aura été mal renseigné pour attirer sur comment on souhaite que ça soit complété et éventuellement faire un support qui précise là où il y a des zones d'ombre, les questions, qui répondra aux questions que vous pourriez me poser. Alors, quid des risques TMS des animateurs au bout du nombre d'animations au portage et manipulation? Je ne comprends pas la question. Quelle est la question? Est-ce que parce que ça c'est quelque chose que moi je ne trace. C'est pas une question qui est posée dans le questionnaire Sphinx en fait. Donc, ça relève de l'employeur. Oui, ça relève de l'employeur, ça c'est sûr. Mais du coup, quelle est la demande? Il y aurait besoin d'une information par rapport à ça? Il y a besoin de quoi? C'est une observation. Et oui. Mais du coup, tu aurais voulu que ce soit tracé dans le questionnaire Sphinx? Est-ce que tu peux allumer ton micro peut-être? Ce sera peut-être plus facile pour… Bon. D'autres questions, réactions? Mettre des salles adaptées. Ah ben oui, mais ça, ça, je l'entends bien. J'entends bien. Et je l'entends d'autant plus quand on voit au début, là, quand je vous ai mis la carto. Moi, j'ai en mémoire, j'avais accompagné le relais d'une animatrice là sur Sèvres-et-Loire. Et Sèvres-et-Loire notamment, mais ce n'est pas le seul, hein. En fait, ils ont sur Sèvres-et-Loire de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, mais ils ont 3 lieux d'implantation, mais après, ils font des ateliers dans toutes les communes. Et donc, du coup, l'animatrice, même si elle a des salles, il faut toujours qu'il y a tout ce travail de manipulation, de mettre la salle en état, installer après les choses pour animer l'atelier, ranger. Il y a des choses qu'elle a dans sa voiture, il y a une salle de stockage. Et oui, effectivement, c'est beaucoup de manipulation pour les animateurs. Ça, j'en ai bien conscience et je le dis bien à mes collègues.
pour que ce soit aussi échangé avec les collectivités sur les différents territoires. Mais c'est un vrai sujet, je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est aussi à aborder lors des copiles notamment, et c'est vrai qu'Alexandra le mettait comme axe d'amélioration pour les... Enfin, personnellement, moi, je le fais effectivement depuis maintenant 4 ans, le copil, et c'est vraiment là où on peut faire remonter à nos employeurs ce qu'on vit, quoi. Et notamment, si on fait venir aussi notre conseiller CAF ce jour-là, on peut s'appuyer aussi sur lui. D'ici à avoir des salles toutes, je ne suis pas sûre. Mais au moins que ça soit entendu et reconnu, quoi. Et puis, le cas échéant, moi, je peux me déplacer aussi pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau d'autres relais sur le département et peut-être appuyer aussi cette demande pour que ce soit plus confort pour vous. Alors, quand est-ce qu'on recevra le bilan Sphinx ? Théoriquement, le bilan, il a dû vous être envoyé par votre conseiller de territoire. Donc, si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous auprès de votre conseiller de territoire pour qu'il puisse vous envoyer votre bilan Sphinx 2023, mais théoriquement, ça a dû être fait. Non, 2023. On va le faire. Le questionnaire qui a été renseigné en fait. Ah, la trame nouvelle 2024 ? Eh bien, je sais que nous, au niveau des réseaux des CAF, là, on a une visio de la semaine prochaine. Donc, je pense que ça va être courant mars que ça va sûrement vous être adressé. J'imagine le calendrier, mais ça, c'est qu'une supposition, qu'on sera à peu près sur le même calendrier que l'an dernier. Ça veut dire que ça va être envoyé fin mars et qu'il faudra le compléter pour fin mai, quoi, en gros. On stabilisera les dates, mais je pense que ce sera sûrement un peu sur cette temporalité. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions ou réactions, il va nous rester à vous remercier et à vous souhaiter une belle après-midi. Au revoir. Au revoir.